ces modes de fonctionnement qui permettent de régénérer de l'eau, ben, c'est ce qu'on va aborder maintenant avec Laurent. Bonjour Laurent, tu nous entends? Oui, j'entends très bien. Vous m'entendez? Et on t'entend bien, Ouais, c'est merveilleux. cool, ça va. Laurent, tu peux te recadrer un petit peu ta tête parce que là, on a l'impression que tu as le menton. Voilà, super C'est mieux comme beau. ça? Ah, merveilleux. La vie Bon, est belle. oui. Ah, vous m'entendez? Très bien. Ok, bon. Alors, il a dit la vie est belle, donc je ne vais pas le redire, mais j'y pense fortement. Donc, merci à tous. Alors, vous m'entendez bien? Oui. Parfait. Alors, je ne sais pas si. Enfin, moi, je suis fils d'agriculteur du nord de la France, le pays du bocage, en fait, en polyculture élevage. Mais après, j'ai passé 23 ans dans l'armée de l'air, donc c'est là où j'ai fait de l'aéronautique. Et en fait, c'est en partant du climat que je suis arrivé à la couverture végétale et au sol vivant. Donc, je vais vous reprendre un peu. J'ai résumé un peu tout ça dans une présentation. Mais en fait, on ne peut pas. Tout part du sol et de la couverture végétale jusqu'au climat, en fait. Et c'est l'infiniment petit qui va gérer l'infiniment grand. Et donc, je vais partager la présentation. Vous voyez bien la présentation? Donc, faire autrement ou voir les choses autrement, en fait, part du végétal. Alors, un petit rappel, c'est qu'en fait, on dit qu'on est sur la planète Terre, mais en fait, on est sur la planète mer. Et il y a les 2 tiers de la surface de la Terre qui sont couvertes d'eau. Donc, en fait, de l'eau, on en a beaucoup, mais il y a des cycles qui sont coupés. Donc, on est vraiment sur la planète bleue avec de l'eau. Cette planète qui n'a pas perdu une seule goutte d'eau depuis le début de sa création. Mais en fait, par contre, les cycles sont modifiés. Mais on a vraiment de l'eau et on est sur la planète bleue. Alors, si vous regardez en termes de volume, ça ne veut pas dire grand-chose, mais on a des volumes énormes. On reçoit en France 503 milliards de mètres cubes d'eau. Et notre consommation humaine, c'est-à-dire que les centrales nucléaires, l'eau potable, l'industrie, l'irrigation, c'est en gros en France 14% des pluies qui tombent. Alors, pour le prendre autrement, c'est qu'en fait, avec 57 millimètres de pluie, on couvre les besoins d'une année. Et on en reçoit entre 500 et 2000 par an en France. Donc, en fait, on a largement ce qu'il faut, mais on a perturbé le cycle. Et donc, la nature nous a apporté de l'eau, mais nous, on n'a pas fait ce qu'il fallait pour la retenir et alimenter correctement le cycle. Mais les volumes d'eau, on les a. On a largement ce qu'il faut. Alors, je suis parti de ce qu'avait écrit l'INRAE en 2019. C'est la nouvelle représentation du cycle de l'eau. Donc, j'insiste, c'est bien une nouvelle représentation. Parce que l'INRAE avait distribué, en fait, dans les écoles un peu partout, un schéma où on montrait que la pluie se formait au-dessus de la mer, venait au-dessus des terres et repartait à la mer via les rivières. Et en fait, on s'est aperçu que quand il tombe 100 litres de pluie chez nous, il y a 70 litres qui vient de l'évapotranspiration, évaporation des sols, et seulement 30 litres qui vient de la mer. Alors, ce qu'il faut comprendre dans ça, c'est que si vous n'évaporez pas d'eau sur les terres, vous n'aurez pas de pluie, ou très peu, ou mal répartie. Donc, pas d'évaporation, pas de pluie. Et le système qui évapore le plus et qui fait ça le mieux, c'est la forêt, c'est l'arbre. Donc, se passer des arbres, enfin, techniquement, ce n'est pas possible. Et il faut une grosse couverture végétale de manière à respecter ce cycle-là parce que c'est lui qui le fait le mieux. Alors, ce que dit le GIEC depuis le début, c'est qu'on globalement, on n'aura pas moins d'eau dans les terres, mais une dégradation dans la répartition annuelle des pluies. Et c'est ce qu'on voit en ce moment, c'est-à-dire qu'on va avoir des inondations, des sécheresses, des canicules et des feux. Donc, effectivement, c'est ce qui est en train de se produire. Donc, on a perturbé le cycle de l'eau. Et si vous regardez la France en été 2022, eh ben, ça ressemble plus à un désert qu'à une forêt équatoriale. Et en fait, c'est ça notre souci. Quand on parle de désertification, disparition de la couverture végétale, ce sont toutes les surfaces agricoles qu'on n'a pas maintenues en vie, qu'on n'a pas végétalisées et qui finissent par faire mourir les forêts. Parce qu'il y a beaucoup moins de forêts maintenant que de plaines agricoles. Et en fait, on vit tellement dans des déserts que les forêts naturelles, les forêts de feuilles, finissent par souffrir et périr en fait. Donc, sur tous les continents, parce que ce n'est pas que chez nous, l'absence de couverture végétale vivante va vous dérégler le cycle de l'eau. Et les symptômes, c'est l'inondation et sécheresse. Alors, l'inondation, c'est quand l'eau n'est pas retenue et elle part trop vite à la mer. Et la sécheresse, eh bien, c'est quand elle est repartie trop vite.
Donc ça, on l'a vu en Grèce, en Espagne, en Libye, partout où ça a brûlé. Vous avez ensuite des inondations. Et on l'a en France, dans les parties périnorientales où c'est très sec. Et bien, quand il se met à pleuvoir, l'eau repart trop vite. Donc notre souci, c'est juste, on ne va pas voler l'eau aux gens, on ne va pas en prendre, on ne va pas en fabriquer ou quoi que ce soit. On va juste reprendre un cycle normal qui est lié à la couverture végétale. Donc, limiter le retour trop rapide de l'eau à la mer. Et ça, c'est le bassin de la versant de la Garonne en 2021. Et bien, quand vous avez une inondation, vous savez que l'eau va partir trop vite et mathématiquement, vous aurez une sécheresse après. Et les deux phénomènes augmentent en même temps parce qu'ils sont liés. Donc, nous, si on veut lutter contre les sécheresses, eh bien, il faut commencer par lutter contre les inondations. Et l'inondation, en fait, c'est quand l'eau repart trop vite. Donc, il faut juste ralentir le retour. Alors ça, c'est chez moi, c'est la Sèvre Nortaise parce que j'habite près de Niort maintenant. Et en fait, à chaque pluie, on a des vagues de crue sur la rivière, mais des vagues beaucoup trop rapides. Normalement, l'eau devrait mettre 3 jours à repartir à la mer et nous, elle met quelques heures. Et là, on a déjà jeté plus de 200 millions de mètres cubes. Et maintenant, toutes les nappes phréatiques sont pleines, les bassins sont saturés. Et chaque millimètre de pluie qui tombe, on est pratiquement au million de mètres cubes qui repart à la mer. Mais on sait que l'été prochain, on n'en aura pas assez. Parce qu'après ça, on va continuer à vider le bassin versant. Donc, quand vous avez une rivière qui a des vagues de crue très importantes et très rapides, eh ben, vous savez que vous avez trop de ruissellement, donc un retour trop rapide à la mer. Alors ça, c'est les courbes qui sont présentées sur le site vigicru.gouv.fr. Et ça, c'est assez flagrant sur la Garonne et chez moi en Sèvre-Niortaise. Alors, le Pas-de-Calais, au début du mois, quand ils ont eu les pluies, c'était pareil. Ils étaient en sécheresse l'été d'avant. Il s'est mis à pleuvoir. Et regardez, les terres, toute l'eau est rouge, c'est-à-dire que les terres étaient à nu. Et là, tous les limons sont en train de partir à la mer. C'est complètement inondé. Et dans quelques mois, ils seront à sec. Et là, c'est le cas typique d'une zone qui est dévégétalisée. Donc, il y a des arbres, mais pas suffisamment. Et là, ce qui est dramatique au niveau des terres agricoles, c'est que toute la bonne terre est en train de partir dans la mer. Tous les limons, tout part. Et si vous regardez le Pas-de-Calais d'année en année, eh bien, l'été, c'est complètement sec. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de couverture végétale. Et en fait, c'est là où on fait le lien entre l'hiver, quand il pleut, l'eau s'en va, et l'été, c'est trop sec. Donc, il faut reverdir techniquement l'agriculture, mais ça commence par des surfaces végétales vivantes les plus massives possibles. Et c'est ce que disait Hervé tout à l'heure. En Chine, ils sont en train de revégétaliser des déserts. C'est-à-dire que quand on remet du végétal, on retrouve des pluies. Et en fait, plus on va végétaliser, moins on aura besoin d'irriguer parce qu'on va entretenir un cycle régulier. Et quand on dit qu'il faut verdir, oui, il faut verdir, mais concrètement, donc ça, c'est faisable, ça se fait à grande échelle et ça peut se faire localement et globalement. Alors, la photosynthèse sur Terre, si on regarde, c'est un schéma global, eh ben, il n'y a pas de photosynthèse sans eau parce que techniquement, ça ne fonctionne pas, mais il n'y a pas d'eau sans photosynthèse. C'est-à-dire que tous les déserts, c'est là où il n'y a pas d'eau. Et la seule façon de ramener de l'eau dans le désert, c'est de faire revenir le végétal. Et il n'y a que ça pour faire reculer le désert, faire avancer la forêt, les arbres, le végétal. Alors, un arbre, c'est très bien, il faut en planter, mais un arbre va mettre 30 ans à être opérationnel. Donc maintenant, il faut faire autrement avec d'autres surfaces, comme disait Hervé, les prairies, enfin tout ce qui va être vert et vivant, en le maintenant en vie. Alors pour résumer, si vous voulez, la photosynthèse et l'arbre, c'est une pompe à eau bioclimatique. C'est-à-dire que la forêt, en termes d'infiltration quand il pleut, c'est le maximum qu'on puisse faire parce que les racines font descendre l'eau en profondeur. En termes d'évapotranspiration l'été, on est au maximum. Un arbre va évaporer entre 300 et 500 litres d'eau par jour et lui va saturer en eau naturellement au maximum de ce qu'on peut faire. En termes de biomasse, photosynthèse, on est au maximum. La fertilité, on est au maximum. L'activité biologique, la biodiversité, il n'y a pas mieux qu'en forêt, en fait. C'est la référence maximale. Et en termes de matière organique dans les sols, c'est pareil. La rétention d'eau, c'est pareil parce que la matière organique retient l'eau. Plus on en fait, mieux ça marche. Et en termes de climat, climatisation, eh bien, techniquement, on ne sait pas faire mieux. Mais on ne sait pas faire mieux, mais c'est notre modèle depuis des millions d'années. Nous, les humains, on est sur Terre depuis très peu de temps. La forêt était là largement avant nous. Si on coupe les arbres, on est foutu en fait. Donc l'idée, c'est d'avoir des continents les plus verts possibles sur une planète bleue en fait. Et si on regarde en taux d'évaporation, une forêt va évaporer à surface égale 2 fois plus d'eau qu'un plan d'eau. C'est-à-dire qu'on est au maximum de ce qu'on puisse faire. Et quand on parle de l'eau qui est un bien commun, tout à fait, mais c'est un bien commun gratuit qui commence par la pluie. Il faut d'abord s'occuper de la pluie
Et c'est comme ça qu'on aura de l'eau en permanence. Et la pluie, il ne faut pas la jeter. L'arbre ne jette pas la pluie. Lui, l'arbre, il va provoquer la pluie et va s'entretenir automatiquement le système. Alors, juste pour voir, vous voyez, on se demande entre la poule et l'œuf, qui est arrivé en premier. Eh bien, il faut se poser la même question avec la pluie et les arbres. Est-ce que c'est l'arbre qui a provoqué la pluie ou c'est la pluie qui provoque les arbres? Donc, c'est la bonne question. Et en fait, nous, on n'a plus d'œufs, si vous voulez, parce qu'on a tué la poule. Et on n'a plus de pluie parce qu'on a coupé les arbres. Et c'est ce que disaient les Indiens en Amérique du Nord, c'est que quand vous aurez fini de couper les derniers arbres, vous comprendrez que l'argent ne se mange pas. Mais effectivement, vous coupez les arbres, vous coupez la pluie. Alors, la pluie dans les campagnes, on sait globalement la gérer, on va essayer de ne pas la jeter. Mais en ville, ce qui est terrible, c'est qu'ils ont coupé le lien entre la terre, enfin, bétonné le sol entre la terre et l'air. Et en fait, quand il pleut en ville, c'est une catastrophe. En Nouvelle-Aquitaine, on a 9,3% du territoire qui est bétonné. Ça fait 780 000 hectares. Il y a pratiquement autant d'hectares de béton que de prairies. Mais quand il reçoit 700 mm sur le béton, ben ça fait 5 milliards de mètres cubes d'eau qui ne s'est pas infiltrée et qui va directement à la mer. 5 milliards, c'est 3 fois la consommation totale de la région. C'est-à-dire qu'avec ce qui coule sur le béton pendant 1 an, on pourrait tenir 3 ans, irrigation comprise. Il y a des volumes d'eau énormes en ville avec des dégâts énormes. Et la ville rejette en fait en gros 4 à 6 fois plus d'eau avec les pluies que sa propre consommation. Donc en fait, la nature vous a apporté l'eau. Maintenant, il faut voir ce que vous en faites. Et bien, quand c'est bétonné en ville, vous ne l'avez pas gardé, vous ne l'avez pas infiltré. Et l'été, vous n'en avez plus pour transpirer en fait. Et en fait, l'eau douce, pour résumer sur les continents, c'est un cycle, donc une quantité infinie, tant qu'on ne la jette pas en mer. Et l'idée, c'est de voir comment on fait pour ne pas la jeter, parce qu'en fait, globalement, nous, on en a assez. Le souci, c'est qu'on en jette trop dans la mer. Donc, en fait, on ne va pas voler l'eau aux autres, on va en jeter moins, et voir comment on la jette moins. Alors, ce que disait Lavoisier, en fait, un des premiers agronomes en 1800, c'est que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Globalement, il faut comprendre que tout est cyclique. Tout est cyclique et c'est basé, pour nous, le vivant, sur la photosynthèse. Si vous coupez le lien entre la terre et l'air, vous coupez tous les cycles du vivant, l'eau, l'azote, le carbone. Donc, tout ce dont on a besoin pour vivre. Et bien, en fait, là, des champs secs, c'est un désert. Un champ bien vert, c'est l'équivalent d'une forêt ou presque. Mais en fait, c'est ça, c'est vraiment ce lien, c'est visuel. Si ce n'est pas vert, vous avez un désert. Mais concrètement, là, vous perdez tout le vivant. Donc, l'idée, c'est en fonction des saisons, c'est d'augmenter la densité végétale. C'est-à-dire que la forêt va stocker toute son énergie solaire l'été, parce que c'est là où il y a le plus de soleil. Donc, la forêt, elle travaille un maximum l'été parce qu'elle va stocker toute l'énergie dans ses racines de manière à passer l'hiver. Donc, l'idée, sur toutes les surfaces agricoles ou en ville, c'est faire le maximum de photosynthèse. Ce que j'appelle le photomax pour plaisanter. Mais en fait, globalement, c'est cultiver ce que vous voulez, mais cultiver l'été, mais avec une forte biomasse. C'est-à-dire que plus vous allez faire de végétal, plus vous allez augmenter vos capacités à produire, en fait. Vous allez entretenir tous les cycles, sachant que dans tous les cas, la forêt travaillera plus facilement que vous, de façon autonome, donc sans apport supplémentaire, et elle le fait depuis des millions d'années. Il faut vraiment copier la forêt. Alors, les conifères, pourquoi ça brûle un peu partout dans le monde, dans toutes les zones qui sont sèches, et le conifère notamment, parce que c'est un arbre d'altitude qui va transpirer 2 fois moins que le feuillu. Si vous transpirez 2 fois moins, vous allez apporter 2 fois moins de pluie et évacuer 2 fois moins de chaleur. Mais ce qui fait que globalement, en plein été, vous avez des forêts chaudes et sèches qui ne demandent qu'à brûler. Quand on a brûlé, nous, l'an dernier, dans les Landes, il y avait une remontée d'air sec en plus du Sahara. Ce qui fait que c'était impossible que ça ne brûle pas. Le Canada a brûlé 18 millions d'hectares, mais là, ils sont en monoculture de conifères. L'emblème du Canada, ce n'est pas le sapin, c'est la feuille d'érable. La monoculture de conifères, c'est un gros souci. C'est trop sec, ça pousse très bien, mais résultat, ça brûle aussi très bien. Et quand on parle de nature, protéger la nature, mais une nature ce qui est sèche, c'est une nature qui est morte. Quand les sols sont secs, toute la biologie s'arrête. Et quand c'est mort, ça chauffe et ça brûle. Et si vous faites le bilan en France ou ailleurs de ce que coûte la lutte incendie, la lutte contre les inondations, les sécheresses, eh ben, ça coûte moins cher de maintenir en vie une couverture végétale que d'aller lutter contre les incendies. Donc les prairies, si on a besoin, parce qu'on va subir de l'air sec des autres pays, eh ben, on la maintient en vie en augmentant sa densité. Et s'il y a besoin, on maintient en vie les sols, parce qu'une prairie qui est sèche, elle ne sert plus à rien, et on finit dans le désert, parce qu'on va finir par l'appauvrir. Alors, pour résumer, en agriculture,
Si vous faites que des champs de blé et après le blé, vous ne semez rien l'été, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de couverture végétale vivante, et ben sur une année, vous ne produisez pas assez de biomasse par rapport à la forêt. Ben, vous n'êtes pas dans la bonne saison parce que la forêt est verte l'été et les champs de blé sont secs. Vous avez peu de restitution au sol, c'est-à-dire qu'il y a très peu de matière organique qui reste parce que vous sortez la paille, vous sortez le blé, donc il reste quasiment rien, alors que la forêt, elle recycle tout ce qu'elle produit. Si vous prenez les températures des champs, eh ben, les champs secs l'été, c'est beaucoup plus chaud parce que c'est beaucoup plus sec. Et d'un point de vue climatique, un champ sec, c'est une parcelle de désert. Et si vous augmentez les parcelles de désert, vous finissez globalement dans un grand désert. Si vous prenez des champs verts l'été ou des forêts, et ben là, vous avez une forte production de biomasse dans la bonne saison, parce que c'est l'été qu'on fait la photosynthèse, mais surtout, vous avez une forte restitution au sol, comme la forêt qui, elle, produit beaucoup et qui recycle tout. Et en termes de température, ben c'est 20 degrés de moins. En termes d'humidité des sols, donc du maintien du vivant, et ben les sols qui sont verts, avec une couverture végétale vivante, sont plus humides. En fait, on maintient l'humidité parce qu'on alimente tous les cycles avec du vivant. Alors maintenant, en agriculture, l'idée, c'est de ne pas rater l'interculture. C'est-à-dire qu'après chaque culture, il faut repartir sur une autre culture avec une période de coupure la plus courte possible, en partant du principe que la terre s'enrichit en produisant et se dégrade dans ses champs. Si on laisse la terre à nu, elle va se dégrader et vous perdez tout le bénéfice de tout ce que vous avez fait dans l'année précédente. Donc, cultivez ce que vous voulez, mais cultivez l'été. La priorité, c'est vraiment l'été. Donc, après un blé, il y en a qui le font maintenant, ils sèment directement. Il y en a même qui le font 15 jours avant la moisson avec du colza à la volée. C'est-à-dire qu'on arrive à se mettre des graines dans le champ de blé avant la moisson et quand on moissonne, ça repart en végétation. Il y en a qui font des cultures associées, trèfle, luzerne avec du blé. Mais l'idée, c'est vraiment une fois qu'on a moissonné, de repartir sur une autre culture le plus vite possible, de manière à ce que la terre n'ait pas le temps de sécher et qu'on reparte dans les cycles. Alors là, il y a un programme pour relancer des haies. Alors les haies, c'est très bien, il faut en mettre, des haies d'arbres. Mais si vous voyez la photo du haut, en haut à gauche, c'est une haie dans un champ sec. Et bien ça ne marchera pas parce que chez moi, les haies sont en train de mourir parce qu'en fait, on a des haies dans des immenses plaines sèches. Et bien la haie n'arrivera pas à tenir le coup. Donc l'idée de l'agroforesterie, c'est des alignements d'arbres parce qu'il faut la puissance végétale de l'arbre. Et l'idéal, c'est l'arbre taillé, la trogne, parce qu'en fait, on produit encore plus, mais dans des champs verts. C'est-à-dire que ça doit être globalement vu d'avion, il faut un océan de verdure. Si vous mettez que des bandes d'arbres, ben, ça ne suffira pas et ils sont en stress et ils vont mourir. Donc, il faut vraiment verdir de façon globale pour que tout ça, ça s'entretienne. Alors, je l'ai résumé comme ça. Vous voyez, sur la partie de gauche, c'est la densité végétale de référence qui est la forêt. Donc, nous, on voit la partie aérienne, les arbres de 30 à 40 mètres de haut en feuillus. Mais surtout, il faut regarder, c'est la profondeur du système racinaire. L'accès à l'eau par des systèmes racinaires profonds, donc les racines pivotantes, permet d'entretenir le cycle, même s'il y a une période très sèche, d'avoir accès à l'eau pour continuer à alimenter le cycle. Si vous diminuez la densité végétale, vous baissez le taux de photosynthèse, vous baissez l'évapotranspiration et mathématiquement, vous baissez la pluviométrie. Et vous finissez dans le désert. Un désert, ça ne transpire pas, mais il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'eau. Et quand vous baissez le taux de photosynthèse, vous retrouvez avec les phénomènes climatiques qu'on retrouve partout, inondation, sécheresse. La sécheresse va provoquer la canicule. La canicule va faire sécher le peu de végétation qui reste et vous finissez par brûler. Et ce qui s'est passé en Grèce l'été dernier, 15 jours après les feux, ils étaient en alerte inondation et ils ont inondé. Et là, vous repartez sur la spirale infernale de la désertification, qui est en fait la déforestation, la disparition de la couverture végétale. Sachant que la nature, depuis des millions d'années, elle cherche à couvrir les sols. Quand on abandonne des villes comme à Tchernobyl où on est parti, 50 ans après, c'est une forêt. Parce que la nature a horreur du vide, elle veut une couverture végétale, et sa couverture de végétale de référence qui est stable pour longtemps, c'est la forêt. Donc nous, en fait, il faut qu'on se cale sur ce système-là, d'augmenter la densité végétale, d'augmenter la profondeur du système racinaire pour accéder et alimenter au mieux tous les cycles. Alors, je l'ai résumé comme ça, quand vous faites tous de la cuisine avec une casserole avec un couvercle bien fermé et un fond d'eau. Quand vous faites chauffer, vous allez évaporer de l'eau, l'eau va condenser sur le couvercle, faire de la pluie dans votre casserole. Tant que la casserole est fermée, vous pouvez chauffer comme ça pendant 5 ans. Vous ne perdez pas d'eau, il y a toujours de l'eau et ça ne surchauffe pas. C'est-à-dire que ça va climatiser votre casserole.
Donc, quand il y a de l'eau, ça ne brûle pas. Vous laissez le couvercle ouvert, donc vous sortez l'eau du système, ça finit par brûler dès qu'il n'y a plus d'eau dans le fond de la casserole. Et bien ça, c'est ce que j'appelle les cellules de convection. Vous avez ça partout autour de la Terre. Et notre souci actuellement, c'est en fait toutes les parties de désert qui avancent un peu partout, toutes les zones où il n'y a pas de couverture végétale, où là, vous n'avez pas d'eau à évaporer. Et là, vous allez accentuer les accidents climatiques parce que ces zones-là sont des zones sèches et chaudes qui contrastent avec les océans. Donc là, vous retrouvez avec des grosses tempêtes, des accidents à cause de ces zones désertiques en fait, qui provoquent des perturbations. Et en fait, la partie de l'atmosphère qui nous intéresse, c'est la troposphère qui fait entre 0 et 10 km d'altitude, en gros. Et en haut de la troposphère, il fait moins 56 degrés en moyenne. Ça va jusqu'à moins 70. Mais en fait, la quantité d'eau dans la troposphère, donc la quantité d'eau de nuages, dépend de la densité végétale qui est en dessous. Donc en fait, c'est la couverture végétale qui va conditionner la quantité d'eau. Et cette quantité d'eau va conditionner les pluies et ensuite nous protéger, alimenter le cycle de l'eau. Donc en fait, cette couche-là d'air dépend vraiment de la densité végétale. Et cette couche-là de 10 km par rapport au rayon de la Terre, c'est vraiment ridicule. L'atmosphère est bleue parce qu'il y a de l'eau, comme les océans qui sont bleus aussi. Mais en fait, si vous supprimez l'eau, vous aurez une atmosphère qui sera noire. Et là, ça sera l'enfer, comme sur les autres planètes où il n'y a pas d'atmosphère. Donc la meilleure façon d'alimenter en eau l'atmosphère pour nous protéger, c'est d'avoir une bonne couverture végétale. Alors pourquoi il faut se protéger du soleil? Le soleil, c'est un réacteur nucléaire. Et en fait, on est bombardé de rayonnement nucléaire. C'est pour ça que la vie sur Mars n'est pas possible. Il n'y a pas d'atmosphère pour nous protéger. Chez nous, en France, on stocke les déchets nucléaires dans des piscines. Vous voyez là, la personne qui est à côté de la piscine n'a pas de protection. Il y a 3 à 4 mètres d'eau et on voit les déchets nucléaires dans le fond. En fait, l'eau bloque quasiment toutes les radiations nucléaires. Et bien, quand vous avez une atmosphère qui est très sec, vous êtes bombardé de rayonnement solaire et vous en avez 50% en plus qui arrivent au sol. Et en fait, ça se sent dans le désert, on sent fortement les radiations qui arrivent et qui brûlent, en fait, qui finissent par brûler toutes les surfaces. Et on ressent la même chose quand on est au-delà de la troposphère parce qu'on n'a plus cette protection en nous. Donc, en fait, c'est vraiment une protection aux radiations et ne pas se faire brûler par le soleil. Et ça, c'est ce qu'on a dans la station spatiale où ils sont bombardés de rayonnement. Et sur toutes les autres planètes, c'est bombardé de rayonnement parce qu'il n'y a pas cette couche d'eau qui nous protège. Alors, ce qui s'est passé cet été et l'été dernier, en fait, on va subir l'air sec du désert du Sahara. Au-dessus du Sahara, en fait, au-dessus des déserts, c'est des zones très sèches où là, vous voyez, sur la carte, c'est en rouge. C'est en rouge, c'est-à-dire que l'air est très sec, il n'y a pas d'eau. Donc, il n'y a pas d'eau, c'est là où ça brûle. Et nous, en fait, avec tous les mouvements qu'on connaît maintenant de déplacement des masses d'air autour de la planète, nous, en fait, on va subir des remontées d'air sec du Sahara. Donc, il est important qu'on ait de l'eau pour maintenir en vie la couverture végétale, parce que ce système-là, tant que les déserts ne seront pas verts, on va régulièrement subir des remontées d'air sec. C'est ce qui s'est passé en Grèce quand ils ont brûlé. C'est ce qui s'est passé en Espagne aussi, partout. À chaque fois qu'on a des bulles comme ça, rouges, qui remontent, on sait qu'on est bombardé de rayonnement. Si à ce moment-là, c'est sec, ça ne demande qu'à brûler. Alors, c'est pareil, cette protection-là, elle est valable aussi la nuit. C'est-à-dire que la nuit, si on n'a pas d'eau dans l'atmosphère, on a un fort rayonnement dans l'espace. Et là, c'est pareil, c'est là où on va geler très fort. Donc, en fait, l'eau a un rôle vraiment d'amortisseur. Et cette couche-là dépend vraiment de la couverture, de l'évaporation des sols. Et dans le désert, il n'y a pas d'évaporation. Et c'est là où ça brûle. Alors, pour revenir un peu à la gestion de l'eau à l'échelle du bassin versant, il faut imaginer que le bassin versant, c'est une réserve d'eau et la rivière, c'est le drainage naturel. Nous, notre souci en France, c'est que le drainage est à entre 50 et 70% de rejet en mer des pluies qui tombent. Et il ne faudrait jamais dépasser les 30% de manière à ce que la végétation ait les 70%. Donc, la densité de référence, c'est la forêt. La forêt retient 70% des pluies et va évaporer 70% des pluies pour alimenter le cycle, donc n'en rejeter que 30%. Et nous, notre souci, c'est que nos rivières, en fait, les vannes sont grands ouverts et on jette l'eau trop rapidement et beaucoup trop. Donc, l'idée, c'est de retenir plus dans les bassins versants de manière à avoir suffisamment d'eau pour alimenter le cycle. Et chez moi, dans les Deux-Sèvres, on est à 75% de rejet en mer par rapport au bassin versant. Donc, mathématiquement, à chaque fois, on manque d'eau. Alors, c'est déjà inscrit dans le Code de l'environnement. Il faudrait par principe ne pas jeter l'eau en rivière.
Alors, la rivière, la définition administrative, elle est sur les cartes IGN. C'est les traits bleus en continu, le trait bleu qui serpente là. Ça, le trait bleu continu, c'est la rivière. On ne met pas d'eau dans la rivière. C'est-à-dire que tout ce qui va couler en amont de la rivière, c'est du ruissellement. Le ruissellement va provoquer pollution et inondation. Donc, en fait, on va faire comme sur les autoroutes, des bassins de rétention. C'est-à-dire que quand ça ruisselle en surface, on va retenir comme on peut l'eau, soit dans des petits bassins ou à la méthode des castors, faire des petits barrages, de manière à ce que l'eau n'aille pas directement à la rivière, mais s'infiltre, passe par les sols et rejoigne la rivière par la résurgence, la source. Donc ça, c'est déjà inscrit. Aujourd'hui, vous fabriquez une nouvelle ville, vous n'avez pas le droit de jeter l'eau en rivière. Les ruissellements, c'est vraiment le source de pollution et d'inondation. Et c'est ce qu'ils font en Afrique, en agriculture, en hydrologie régénérative, c'est pareil. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas de ruissellement. La forêt n'a pas de ruissellement. Le béton, il est en ruissellement maximum. Donc, il faut jouer entre les deux. Alors, le principe de la réserve collinaire, ce n'est pas sur une rivière. C'est-à-dire que c'est une vallée qui est sèche. Donc, c'est une vallée qui est sèche l'été, c'est-à-dire qu'elle va capter les ruissellements de l'hiver. Et donc là, vous faites une simple digue. Alors, à toutes les échelles, peu importe. Mais enfin, pas faire trop gros non plus, mais à petite échelle, ça peut se faire. Ça s'appelle une mare ou un étang. Et c'est la façon la plus économique et globale de retenir l'eau, de ralentir le flux vers la mer. Donc, on permet de travailler sur les inondations, les sécheresses, parce que quand on a de l'eau, on n'a pas de sécheresse. Ça permet de recharger les nappes phréatiques. C'est écologique parce que toute la biodiversité en profite. Ça permet de verdir localement et surtout de nourrir la population parce qu'on va subir les sécheresses des pays voisins. Donc, on aura besoin d'entretenir la couverture végétale par moment. Ce n'est pas tout le temps. Mais ça permet d'avoir aussi, même si on veut, de l'énergie, parce que les réserves qui sont comme ça, on doit prévoir entre 30 et 50% du volume d'eau dédié à l'alimentation, ce qu'on appelle le soutien d'étiage, l'alimentation en eau de la rivière. Et si à ça, vous associez une micro-turbine, vous avez en plus de l'énergie électrique. Donc, il y a moyen de faire ça proprement, mais c'est déjà prévu, il faut un soutien d'étiage, c'est-à-dire que vous devez laisser circuler une partie de l'eau, et c'est en gros un tiers. Alors, moi, ce que je suis en train d'implanter dans les Deux-Sèvres, là où il n'y a pas d'eau, en dehors des rivières, c'est du saule. C'est-à-dire que le saule, c'est un arbre qui a besoin de beaucoup d'eau et qui va descendre en profondeur la chercher, un peu comme la vigne. Et en fait, le saule peut se mettre avec des haies productives, c'est-à-dire qu'on fait des haies à rotation courte et à croissance rapide. Et ça permet de densifier le végétal sans être gêné, mais surtout avec des systèmes racinaires qui sont très profonds et d'avoir une dépollution de la terre. Le saule et le peuplier, c'est un peu pareil, travaillent avec des bactéries et des champignons spécifiques qui ont un fort pouvoir de dépollution de la terre. Au Québec, ça se fait surtout au Québec. Si vous regardez sur YouTube des vidéos Saule Québec épuration, eux, ils appellent ça la phytoremédiation. C'est-à-dire que des sols complètement pollués industriels, on plante des saules et en fait, le saule va dépolluer la terre sans rien faire. C'est la partie vivante, les micro-organismes qui vont dépolluer à partir des arbres. Et après, vous avez de l'énergie de l'arbre, mais en rotation courte, qui de booster la croissance. Donc, pour terminer, pas faire trop long, les solutions globales. On a besoin de verdir, mais sachant que pour verdir, il faut une couverture végétale toute l'année, mais la priorité, c'est vraiment l'été. C'est là où il faut aller alimenter les cycles au maximum et ne jamais les couper. Si vous coupez la partie végétale, vous allez provoquer la canicule, la sécheresse et le feu. Donc, on maintient en vie en permanence, mais nous, c'est vraiment l'été chez nous en France. Les réserves collinaires, ce n'est pas qu'en agriculture, c'est pour tout le monde. Un particulier qui met une cuve d'eau sous sa gouttière, c'est une réserve collinaire parce que ça a ruisselé. Un parking en béton doit avoir maintenant une réserve collinaire, un bassin de rétention, de manière à ce que l'eau n'aille pas en rivière. Et de climatiser, végétaliser l'été. Les industriels, c'est pareil. Tous les consommateurs d'eau doivent d'abord s'occuper de la pluie, donc ne pas jeter la pluie pour ne pas en manquer. Et la mise aux normes des villes, c'est-à-dire qu'en France, le recyclage de l'eau est à 0,8%, c'est-à-dire qu'on jette 99% de la distribution d'eau. C'est-à-dire qu'on la jette en rivière. L'idée de recycler l'eau, c'est que toute l'eau qui arrive, qu'on utilise, peu importe, elle va dans les sols pour entretenir du végétal de manière à ce qu'elle soit filtrée, épurée proprement pour ne plus polluer les rivières. Et le souci chez moi, c'est qu'en fait, les villes pompent tellement d'eau l'été que les nappes phréatiques descendent tellement que les arbres n'ont plus accès à l'eau.
Alors en fait, on se retrouve en plein été avec des arbres en stress hydrique, des champs complètement secs. Et là, on finit dans le désert et on finit par tuer les derniers arbres qui restent parce qu'on a tellement descendu le niveau des nappes. Si vous prenez de l'eau dans la nappe phréatique, elle ne doit pas aller directement à la rivière ensuite, elle doit revenir dans les sols. C'est ce que fait l'arbre, lui, il pompe, il alimente le cycle. Donc, il ne faut pas jeter l'eau en rivière, mais surtout, si on continue à descendre les nappes, on va tuer les derniers arbres. Alors, je vais résumer sur un schéma comme ça. Quand on parle de la santé unique, moi, c'est ma représentation, c'est qu'en fait, tout part du sol. Et un sol qui est vivant, donc l'agriculture du vivant, c'est un sol qui ne doit jamais être sec. En fait, un sol n'est jamais sec quand il a la densité au-dessus de lui de la forêt. Donc, si vous avez un sol qui est jamais sec, vous avez des plantes qui sont en bonne santé parce que vous avez dans les sols les micro-organismes, les mycorhizes, les champignons qui vont entretenir la plante pour lui donner du vivant, en fait. Mais en fait, si vous avez des plantes en bonne santé, vous avez des animaux en bonne santé, donc des humains en bonne santé, mais surtout, vous avez un climat en bonne santé. Et tout ça, ça s'entretient. Et au niveau des nappes phréatiques, le meilleur filtre en fait chimique des nappes phréatiques, c'est toutes les bactéries, les champignons des sols. Donc, si vous voulez avoir des nappes phréatiques en bonne santé, il faut des sols en bonne santé, c'est-à-dire vivants, c'est-à-dire riches en matière organique, riches en bactéries et en champignons dans toute la partie vivante. Donc, le fait de maintenir en vie les sols, quand il y a vraiment une période sèche, eh bien, on les maintient en vie, ça permet d'alimenter tout le reste et de ne rien perdre en fait. C'est juste qu'on va maintenir la machine en route parce qu'on va subir des sécheresses qui viennent d'ailleurs. Voilà, alors j'en ai fini, c'est qu'en fait la photosynthèse, c'est vraiment la base de tous les cycles du vivant. Vous coupez la photosynthèse, vous finissez dans le désert. Et la photosynthèse, qu'il faut comprendre dans la nature, c'est qu'on est à bilan positif. Quand un arbre va évaporer 2 litres d'eau, il va récupérer 3 litres de pluie. Quand un arbre fabrique 2 kilos de matière organique, l'année d'après, par cette décomposition de matière organique, il va en fabriquer 3. Lui, il est toujours en croissance, en fait. Donc, en fait, c'est la seule machine, parce que nous, les humains, on n'est pas capable d'inventer une machine comme ça, qui est capable de s'auto-régénérer et de produire encore plus. Donc, en fait, quand on produit du végétal, on augmente les capacités à produire et ensuite, c'est un cycle qu'on entretient. Et c'est plus facile d'entretenir un cycle, enfin tous les cycles, avec de la photosynthèse, que d'aller réparer un cycle en remettant de l'eau et compagnie. Donc, végétaliser plus, c'est irriguer moins parce que les cycles vont s'auto-entretenir. Mais attention aussi, c'est qu'on va subir la sécheresse des voisins. Donc là, il va falloir qu'on se protège pour ne pas couper les cycles. Voilà, j'en ai terminé. Si vous avez des questions. Merci beaucoup Laurent. Brillant comme d'habitude. Merci. Attends, je vais... Des questions, des remarques? Madame. Alors bonjour, ma question c'est sur ma commune, nous avons, comme dans d'autres communes, énormément de sources. Et dans les projets qui sont faits du côté urbanisme, on fait des bassins de rétention et ça part directement à la mer, ça s'en va. Et comment on peut gérer, parce que ça c'est face à la construction, l'urbanisation, et comment gérer au mieux voilà, ce gâchis pour moi, hein, parce qu'on a de l'eau douce qui est là et qui n'est pas du tout maîtrisée et qui n'est pas du tout conservée. Alors, si votre environnement est bien vert, ce qu'il faut, cette eau-là doit servir à l'environnement à verdir. C'est-à-dire que si ça coule et que c'est dans le désert, bah, au bout d'un moment, la machine s'arrête. Donc l'idée, c'est qu'on doit laisser couler l'eau naturellement. Les Romains savaient qu'on laissait partir un tiers. Mais si ça sèche, c'est que vous avez laissé partir trop d'eau. Donc en fait, prendre de l'eau dans la rivière pour la remettre végétalisée, ça permet d'alimenter la pompe. Mais laisser s'écouler en laissant sécher la partie végétale, ça ne marchera jamais. Donc là, c'est vraiment de dire, OK, on maintient en vie, on maintient le cycle, mais si ça sèche et que ça continue à couler, bah, votre éponge va s'arrêter forcément. Donc et après, c'est pareil, un bassin versant, il faut toujours commencer en amont. Donc on va commencer le plus haut possible, mais si en haut du bassin versant, vous n'avez pas d'arbres, vous n'avez pas de végétation pour faire une éponge, en bas, ça va s'arrêter de couler. Donc l'idée, c'est il faut un débit régulier dans les rivières, mais il ne faut pas que ça parte trop vite. Donc, c'est là où, oui, il faut verdir en fait. Mais vraiment, ces vues d'avion, vous regardez les vues satellites chez vous, et ben, si vous n'êtes pas dans l'équivalent d'une forêt, vous savez que ça ne marchera pas. La pompe va s'arrêter. Et votre source va s'arrêter parce qu'en amont,
il n'y a plus la partie végétale qui va alimenter les pluies. Alors vous, en Pays Basque, vous avez de la chance, vous avez vraiment beaucoup d'eau, mais dans les autres pays, c'est comme ça. Donc, on remet des arbres pour alimenter les cycles, et toute l'eau, en fait, si ça sèche, et ben là, il faut absolument remettre de l'eau dans le système. Laurent. Donc l'intervention d'après, ce sera sur l'hydrologie régénérative. Voilà, donc, Et ça répondra très précisément à la question de madame. Et en plus, elle a le grand spécialiste juste à côté d'elle. Voilà. Mais je crois qu'il y avait une autre question. Oui, bonjour, merci. Merci pour votre présentation. Dans votre diaporama, on voit à un moment donné le label Bleu Blanc Cœur, donc il y a une démarche qualité pour l'agriculture. Est-ce que vous pouvez expliquer quelles pratiques dans ce label viennent nourrir les démarches que vous avez expliquées? Merci. Oui, attends, j'ai pas tout entendu. Tu parles de Bleu Blanc Cœur, c'est ça? Tu peux expliquer ce qu'est Bleu Blanc Cœur, s'il te plaît? Alors, Bleu Blanc Cœur, vous avez un site internet. Ouais, Bleu Blanc Cœur. Il y a un site internet, vous allez sur Bleu Blanc Cœur. L'idée de la démarche Bleu Blanc Cœur, c'est qu'en fait, ils ont analysé des microbiotes intestinaux d'humains, enfin, d'enfants, dont la maman qui allaitait l'enfant mangeait des produits de la terre. Et en fait, on s'aperçoit que quand on mange des carottes qui ont poussé dans la terre, on a 40% de bactéries et de champignons en plus dans les végétaux que dans les produits hors sol. C'est-à-dire que quand vous mangez des produits de la terre, vous mangez de la matière organique avec le matériel de décomposition qui va vous permettre de digérer. Et eux, ils ont vraiment fait un lien clinique entre l'alimentation et la santé humaine. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, il faut manger des produits de la terre, donc surtout pas hors sol, parce qu'en même temps que vous mangez, vous alimentez votre flore intestinale. Et c'est pour ça que j'aimais bien la démarche de Bleu Blanc Cœur, c'est vraiment manger du vivant, parce que ce n'est pas simplement un aliment, c'est l'aliment avec le matériel de décomposition, les bactéries, les champignons. Et c'est valable pour les animaux qui mangent de l'herbe, qui sont dehors, en fait, sont en meilleure santé que ceux qui mangent des produits hors sol, donc coupés de la terre. Donc c'est pour ça que je parlais de Bleu Blanc Cœur, parce que en fait, ça permet de faire le lien clinique entre notre alimentation et notre santé et ce qu'on mange et les produits de la terre. Donc si on cultive dans des sols vivants, on va manger des bactéries, des champignons, on ne le voit pas. Enfin, si on le sent, parce que ce qui est hors sol n'a pas de goût. Et en fait, le goût, comme dit Marc-André Sellos, ça vient du champignon et des bactéries. Donc tout ce qui n'a pas de goût n'a pas de matériel de décomposition et vous êtes en mauvaise santé. Donc je trouvais la démarche de Bleu Blanc Cœur est intéressante. Il faut manger des produits de la terre. Ça vous répond à votre question? Merci beaucoup. Merci. Une autre question. Moi, j'avais deux choses. Une petite remarque par rapport à la question de la dame qui était concernant comment on pouvait faire un petit peu pour capter l'eau. On a quand même des réserves naturelles aujourd'hui qui existent, qui sont les zones humides, sur lesquelles je pense qu'on a un gros travail à faire sur, d'une part, la préservation. Le gros point, c'est la préservation. D'autre part, c'est éventuellement leur restauration sur des secteurs qui ont été très dégradés. De ce point de vue-là, il y a quand même des choix au niveau de la collectivité territoriale, des choix stratégiques sur certains sujets, sur l'aménagement du territoire. Je pense qu'aujourd'hui, la destruction de zones humides, on en a un bel exemple avec le centre commercial Ikea, par exemple, et parmi bien d'autres. Mais d'un point de vue de la préservation, il y a quand même des choix au niveau de l'aménagement du territoire. Il y a d'autres choix aussi d'un point de vue, aujourd'hui on voit au Pays Basque quand même énormément de boisements en zone humide qui sont complètement détruits par l'exploitation forestière, parce qu'aujourd'hui la seule chose qui anime l'exploitation forestière au Pays Basque, c'est le bois énergie. Voilà, donc on a un choix fort du secteur à avoir accès, l'énergie, la seule énergie renouvelable aujourd'hui sur laquelle on travaille clairement au Pays Basque, c'est le bois énergie. Le bois énergie, c'est joli sur le papier, mais ça n'empêche que derrière, quand on regarde un petit peu ce que ça génère comme activité et ce que ça génère comme impact sur nos écosystèmes, clairement, je pense qu'il y a quand même des questions à se poser. Et aujourd'hui, le sujet de la zone humide au Pays Basque, d'un point de vue de ma petite fenêtre en tout cas, je trouve qu'il est absolument pas traité. Alors, comme a dit le monsieur, notre gros défaut, c'est de ne pas manquer d'eau. C'est d'être sur un territoire qui est plutôt bien préservé parce qu'on est sur un système d'agriculture extensive. Mais je pense qu'on est un des territoires où on fait aujourd'hui sur la Nouvelle-Aquitaine, parce qu'on œuvre un petit peu sur toute la Nouvelle-Aquitaine, où on est en train de faire quand même beaucoup de mal. On a un territoire qui est préservé, mais on a quand même un territoire sur lequel on est en train de faire beaucoup de mal aujourd'hui, justement parce qu'on se pose peut-être moins de questions qu'ailleurs, où il y a des territoires qui sont plus
comment dire, peut-être plus impactés et qui ont été plus impactés dans le... Voilà, donc là, on empiète un petit peu sur la table ronde de tout à l'heure, mais ce sera un sujet effectivement très très intéressant qu'il nous faudra continuer d'aborder, hein, et donc on entendra aussi avant ça l'intervention de Suzanne Husky, qui est une grande, pas que militante, mais qui réalise, qui suggère qu'il puisse y avoir énormément de zones humides, avec de façon assez somptueuse d'ailleurs. Une autre question, madame. J'avais quand même une question sur la partie, ça c'était juste pour rebondir sur la remarque de madame. Moi j'avais une question, c'était pour passer sur l'aspect concret. On a abordé tout à l'heure toutes les notions d'incendie, et notamment les incendies qu'on a eu dans les Landes. Donc on parlait de planter du résineux, le fait que c'était pas une bonne idée, j'en suis intimement convaincu, il n'y a pas de souci avec ça. Mais par contre, moi la question que je me pose aujourd'hui, c'est le dire, c'est bien, mais comment on le met concrètement en place? Aujourd'hui, quand on a un massif landais sur lequel on a toute une économie qui s'est mise en place autour de l'exploitation du pin des Landes, comment on arrive à inverser la tendance et comment on arrive à accompagner des milliers aujourd'hui de propriétaires forestiers privés, dont c'est la source de revenus, pour justement faire changer ça. Parce qu'on voit bien que suite aux incendies, on est parti exactement sur la même chose. Donc ça aussi, c'est la question un petit peu de la table ronde tout à l'heure. C'est mon intervention de tout à l'heure aussi. Et pour faire très vite, deux possibilités. Soit on change le modèle économique forestier, soit tout brûle. Et comme disait couramment bien Laurent, si tu plantes des conifères, achète des canadaires. Voilà. Et voilà, donc il y a deux voies. Soit on brûle, on peut se brûler, c'est peut-être une bonne situation, soit on change le système économique derrière. Voilà. Mais on en reparlera tout à l'heure. Bon, je voulais juste dire, je représente une association de riverains professionnels, donc agricoles, agriculteurs et résidentiels en bordure de Nive, et nous sommes maintenant régulièrement inondés. Donc nous sommes une association de sinistrés. On peut s'étonner par rapport à votre démonstration que j'ai trouvée très intéressante, alors qu'on a un territoire qui est encore très préservé, avec des forêts, beaucoup d'herbage, beaucoup de cultures. Comment on peut être maintenant dans un cycle d'inondation, puisque nous, depuis 2014, on note des crues quasiment maintenant tous les 2 ans, qui sont de plus en plus violentes, de plus en plus hautes. Est-ce qu'on peut se poser la question et se dire, est-ce que c'est une question de voisinage par rapport à l'Espagne qui se dessèche de plus en plus, ou les Landes qui elles aussi malheureusement se dessèchent et sont de plus en plus sous l'eau, J'ai été présidente de la filière piment d'Espelette sur le Pays Basque, et je travaille encore beaucoup avec le kiwi des Landes, label, et dans le kiwi des Landes, ils ont perdu 50% de leur appellation à cause des inondations. D'ailleurs, on le voit bien, les terres, à force d'être inondées, deviennent stériles. Il n'y a plus d'asticots, de bestioles qui régénèrent la terre, quelque part. Et maintenant, on arrive à une stérilité dans les Landes, sur une grosse partie du territoire. Donc, comment expliquer que pour nous, au Pays Basque, où on a quand même su gérer notre végétation, on est quand même une région de culture et d'élevage, on arrive à ces crues de plus en plus fréquentes. Alors, ce qui est prévu en fait par le GIEC, c'est que 1 degré de plus dans l'atmosphère, c'est 5% d'humidité en plus. Donc, vous allez augmenter les volumes d'eau ponctuels en fait. Donc ça, on le savait depuis longtemps. Et après, ce qu'il faut, c'est remonter votre bassin versant et regarder quand ça commence à couler. En fait, il faut prendre la pluie quand ça commence à couler en surface. À petite échelle, c'est facile de la réguler, de la retenir. Mais si vous attendez le bas du bassin versant où là, l'inondation est arrivée, c'est déjà trop tard. Donc, en fait, c'est là où il faut vraiment gérer le plus en amont possible avec des petites structures, ce que font les castors. Mais si vous inondez, c'est qu'il y a un défaut plus haut. Et le bassin versant se gère toujours en amont et pas en aval. Mais quand l'eau arrive trop vite, il faut remonter à l'origine des premières gouttes qui commencent à ruisseler en surface. Après, on va subir effectivement des augmentations de température et des à-coups, mais ça, on le savait. Et quelquefois, il faudra faire des structures un peu plus grosses, dévier l'eau, mais on ne pourra pas lutter. Ça, on sait qu'on va avoir ça. Donc, c'est là où c'est un peu aberrant de manquer d'eau l'été, c'est quand on en a eu trop l'hiver. Mais il faut prendre le ruissellement tout au début du bassin versant. Donc là, il faut remonter la rivière et regarder ce qui arrive trop vite dans la rivière. Et ça peut se faire. Techniquement, c'est faisable. Les Romains savaient le faire, ça. Donc,
Vous avez en plus une situation orographique à cause de la montagne, ce qui fait que vous avez des blocages de nuages et tout tombe chez vous. Donc vous avez un gros souci sur les excès d'eau, mais il faut travailler en amont et il n'y a pas le choix. Mais ça, vous en aurez toujours vous. Et par contre, vous avez parfaitement raison de dire que l'ennemi des sols, c'est l'inondation. Le deuxième, c'est la sécheresse. Les sols saturés en eau tuent tous les micro-organismes et le sol est mort. Et c'est ce qu'ils ont un peu partout dans la Garonne et c'est catastrophique en fait. Il faut de l'eau, ni trop peu. On va revoir ces histoires d'hydrologie régénérative juste après. Donc, des choses vraiment très, très efficaces pour répondre à ces problématiques-là. Une toute dernière question avant de donner la parole à l'intervention suivante. Monsieur. Oui, Francis Prenaud, je représente la Chambre d'agriculture alternative du Pays Basque. Je suis Eric Olaman de Chagamara. Et j'ai pris l'intervention en cours, mais j'ai été un petit peu choqué par rapport aux diapos qui ont été présentés sur la notion de biomasse l'été, de couverts très verts, et qui mettaient en opposition les céréales et la culture de maïs, qui par ailleurs est très gourmand en eau, et le maïs, s'il est si vert tel qu'il était montré, c'est parce qu'il y a quand même de l'irrigation et qui est pompée et qui ne génère pas forcément le maintien de l'eau. Donc je suis un petit peu choqué sur ça. Alors c'est vrai que chez nous, le maïs, il a été importé par les navigateurs du Pays Basque, et puis dans ce secteur qui viennent arroser, il y en a facilement, mais ça génère quand même des problématiques sur les nappes aussi de l'eau. Donc si je peux avoir quelques explications, parce que je sais que aussi sur le côté de Sèvres et Charente-Maritime, moi j'y ai vécu un temps, quand j'y suis parti il y a 40 ans, il n'y avait pas de maïs. C'est venu par l'irrigation, autrement c'était que des céréales sèches. Je m'interroge sur cette notion de masse verte. Si elles sont vertes l'été, c'est pas de façon naturelle. Donc ça m'intéresse. Oui. Oui, vous avez raison. En fait, l'idée, c'est pas d'irriguer du maïs. C'est qu'en fait, le maïs s'auto-irrigue, comme la prairie, comme la forêt, en fait. Et vous avez raison, le maïs tout seul, en plein désert, il faut mettre 2 fois plus d'eau. Par contre, si on végétalise et qu'on a des prairies vivantes avec des arbres vivants, ça fait la même quantité. En fait, le maïs, il a mauvaise presse parce qu'on l'a irrigué. Alors qu'en fait, le maïs est censé générer ses propres pluies à condition de ne pas faire que des petits champs de maïs entourés de désert. Donc, c'est là où on a pris le problème à l'envers. En plus, le taux de matière organique, en fait, descend. Donc, moins on a de matière organique, plus il faut irriguer. Et plus on coupe d'arbres, plus il faut faire de réserves d'eau pour pouvoir irriguer. Donc là, c'est un cercle vicieux qui n'est pas bon. Mais l'idée, c'est de vraiment… On ne peut pas faire évaporer plus d'eau, ça c'est technique. C'est que pour saturer 1 mètre cube d'air, il faut 30 grammes d'eau à 30 degrés. Et ça, la forêt le fait naturellement. Mais ça, vous ne pourrez pas évaporer plus d'eau que la forêt. Techniquement, c'est impossible parce qu'une fois que vous avez saturé, vous êtes à 100%, vous ne pouvez pas aller au-delà. Mais il ne faut jamais descendre en dessous de ça. Donc l'idée, c'est de faire des cultures vertes et vivantes, comme la forêt, parce qu'en termes de photosynthèse de surface foliaire, il n'y a pas mieux que la forêt. Donc, si vous descendez en dessous de ça, là, vous allez provoquer la sécheresse. Effectivement, le maïs irrigué, c'est un faux débat parce qu'on dépense de l'énergie pour alimenter un cycle qui est censé s'alimenter toute seule avec des arbres. Donc, moi, mon cousin est parti au Burkina Faso, il a refait ce qu'on appelle le bocage sahélien, et aujourd'hui, ils sont capables de faire du maïs en Afrique, dans des terres vivantes, des terres noires, mais parce qu'ils ont remis des arbres, parce qu'ils ont ralenti le flux de l'eau, en fait, ils ont fait des réserves collinaires, et là, ils sont capables d'en faire. Ils produisent beaucoup de matière organique, mais sans irrigation. Donc, effectivement, le maïs a mauvaise presse à cause de l'irrigation. Et on est effectivement parti dans les deux dans un cercle vicieux où on a dit on va tout irriguer. Non, on va végétaliser plus, donc irriguer moins, parce que l'irrigation, ça coûte cher. Ça coûte très cher, en fait. Donc, l'idée, c'est de dépenser le moins possible, et c'est faisable, mais on ne peut pas se passer des arbres, et on ne peut pas se passer de la couverture végétale. Nous le réalisons sur l'Écosse calcaire et très aride du Lot et de Brive, avec du sorgho, du moa, des plantes qui n'ont pas besoin d'être irriguées, qui permettent de maintenir du vert et qui nous font globalement descendre la température avec les arbres, bien évidemment, qui sont autour de 15 degrés de moins que là où on a nos essais, c'est à 5 mètres d'intervalle, les endroits où il n'y a pas de couvert végétal. Ça veut juste dire que quand on fait des céréales d'hiver, il faut impérativement avoir une culture d'été, non irriguée quand on n'a plus d'eau, une culture d'été
qui puisse permettre d'avoir un couvert vert et toujours un petit peu d'évaporation, qui est toujours de la photosynthèse. Au moment où il y a le plus de soleil, on peut avoir le plus de photosynthèse et nourrir encore plus de vie dans le sol et augmenter la porosité, augmenter la capacité de nos sols à infiltrer de l'eau en plus. Voilà, mais ça, ce travail, il faut aussi le faire en été. Et toutes les techniques de semi-direct sous couvert, toutes les techniques d'agriculture régénérative sont basées sur ces systèmes-là, en fait, aujourd'hui. Hein. On en verra quelques-uns tout à l'heure. Merci, donc merci beaucoup. Laurent, tu restes un petit peu avec nous là pour suivre les débats? Merveilleux.